j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir, vous êtes sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste républicain, citoyen et écologiste. Bienvenue à vous. Charlotte Mijon est également sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. J'accueille également Marc Girondeau. Bonsoir, vous êtes professeur en sciences de l'environnement, membre du groupe Transition écologique en marche. Et puis le sénateur Bruno Sido. Bonsoir, sénateur LR de la Haute-Marne. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Marie-Noëlle Lienemann, puisqu'on en parlait, il y a malgré tout un changement de méthode de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous le saluez? Bon, je pense qu'il noie le poisson. C'est bien, c'est toujours bien de discuter, mais enfin, je rappelle qu'il y a eu plein de discussions pour la loi de transition énergétique qui a été votée il y a quelque temps. Il y a eu des discussions ouvertes aussi sur la préparation de la fameuse programmation de l'énergie. Bon, moi, à la limite, c'est bien sûr qu'il faut discuter, bien sûr qu'il faut dialoguer, et bien sûr qu'il faut travailler avec les collectivités locales et les corps intermédiaires. Mais il y avait, par exemple, il disait, dans chaque région, on va contractualiser un plan État-région entre les régions et l'État pour se fixer des objectifs concrets, chiffrés de réduction des gaz à effet de serre, avec toute une panoplie d'actions qui évidemment seraient adaptées à chacune des régions, on dirait c'est du dialogue qui va déboucher. Mais là, on voit bien que c'est jouer la montre, traîner, etc. Parce que l'accumulation des décisions qui se prennent bouge déjà l'horizon. L'horizon du pouvoir d'achat de nos concitoyens qui se sont mobilisés, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, ceux qui les soutiennent, une grande masse de Français n'arrivent pas à finir leur fin de mois et ont des problèmes de pouvoir d'achat. Or, il annonce qu'il ne bougera pas les taxes. On pourra revenir sur la fameuse TIPP flottante, mais ça ne réglera pas les problèmes de pouvoir d'achat. Et deuxièmement, il annonce aujourd'hui pas de coup de pouce au SMIC. Bon, alors voilà. Alors de l'autre côté, ça ne répond pas, et là on en discutera, à la hauteur des enjeux de réduction du gaz à effet de serre, ni sur les choix énergétiques, ni sur les économies d'énergie. On va faire réagir Bruno Sido. On a entendu Emmanuel Macron hier parler de fin de mois et de fin du monde. Est-ce qu'on peut s'occuper des deux à la fois, selon vous? Écoutez, avant de parler de la fin du monde, il faudrait parler effectivement des fins de mois. Moi, je connais des personnes qui font 100 km par jour pour aller travailler et gagner le SMIC. Et par conséquent, c'est un réel problème et on comprend bien que ce problème de taxes sur les carburants était un détonateur. Le fond du problème, il est non pas ailleurs, mais il est également sur d'autres sujets. Bon, il est vrai que le réchauffement climatique, c'est un problème très sérieux, mais il n'est pas nécessaire, de mon point de vue, de se précipiter. Quand même, le dégagement de CO2, il est mondial. Il faut quand même se rappeler un chiffre, je n'aime pas beaucoup les chiffres, mais un chiffre. Chine plus États-Unis, c'est les 2/3 du CO2 émis. Chine plus États-Unis. La France, là-dedans, je crois que c'est 1% ou quelque chose comme ça. Enfin, vous nous en direz plus, probablement. Mais donc, il n'y a aucune précipitation à avoir. Et augmenter les taxes, alors même que les Français sont en difficulté, surtout ceux qui ont des bas salaires, je pense que la stratégie n'est pas très bonne. Marc Girondeau, il n'y a pas de précipitation à avoir, nous dit Bruno Sido. Oui, alors là, je suis vraiment choqué quand j'entends qu'il n'y a pas de précipitation, alors que ça fait 30 ans qu'on devrait se précipiter. Donc non, là, je ne peux pas entendre ça, c'est pas possible. Il y a une urgence. L'urgence, on la connaît depuis très longtemps. L'urgence, c'est effectivement les gaz à effet de serre, qui a toute une série de conséquences qui sont bonnes pour l'économie, qui sont bonnes pour toute une série de choses. L'augmentation de la taxe carbone qui déclenche le mouvement qu'on a vu en ce moment, c'est quelque chose qui est dans les circuits depuis à peu près plus de 10 ans. Je n'ai plus la date exacte. Mais donc, il faut qu'on aille vers ça. Et dire qu'il n'y a pas d'urgence, non, là, c'est vraiment pas possible. Lisez le rapport hier. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Il ne fallait pas se précipiter. Alors, votre réaction, Charlotte Mijon, justement, au contraire, vous dites qu'il y a urgence? Oui, il y a une urgence écologique et l'urgence, elle est double du point de vue dans lequel je me place et donc plus général, on va dire. L'urgence, elle est climatique et l'urgence, elle est aussi du point de vue de la sûreté. Pour replacer ça sur le terrain du nucléaire, qui est mon sujet, ce qu'a proposé Emmanuel Macron ne permet pas de répondre aux enjeux climatiques et ne répond pas non plus à l'enjeu de la sûreté et à l'enjeu du vieillissement des réacteurs. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que
que ce que nous propose Emmanuel Macron consiste ni plus ni moins à acter la prolongation au-delà de 50 ans de fonctionnement d'une vingtaine de réacteurs nucléaires, chose à laquelle les citoyens sont d'ailleurs opposés. Ils l'ont exprimé lors des débats sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ce, alors même que d'ores et déjà, nos réacteurs montrent des signes de vieillissement qui sont assez importants, qu'on sait qu'il y a des composants des réacteurs qui ne pourront pas aller au-delà d'une quarantaine d'années sans risque énorme et qui ne peuvent pas être remplacés et qui ne peuvent pas être réparés. Donc à partir de là, l'urgence, la véritable urgence aurait été de mettre le paquet sur la rénovation des logements, sur la réduction des consommations d'énergie en permettant aux gens de consommer moins aussi. Ça, c'est le véritable enjeu, c'est la sobriété, ce sont les économies d'énergie et c'est de décider des fermetures de réacteurs nucléaires et de s'attaquer aux vrais problèmes aussi que sont les transports, que sont... C'est pas ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été annoncées, Marie-Noëlle Lienemann. Il n'y a rien du tout sur les L'accompagnement, économies d'énergie. Oui. D'abord, je voudrais rappeler la taxe carbone. Moi, j'ai suivi ces dossiers depuis longtemps au Parlement européen, quand j'étais député européen. Et au moment du rapport Juppé-Rocard, donc vous avez raison, c'est pas récent, j'ai dit que ce qu'on propose à la France, ce n'était pas une taxe carbone. C'est une taxe sur la consommation d'essence et de carburant en France. Mais la taxe carbone, ça devrait être le bilan carbone. Et à quoi on aboutit? On aboutit au fait qu'on pénalise la consommation d'énergie pour ceux qui, les 3/4 du temps, n'ont pas d'alternative. Je vous rappelle que ça fait 30 ans que le prix de l'essence augmente. Ça n'a pas fait baisser notre consommation d'effet de serre en termes d'essence. Donc l'augmentation du prix de l'essence, pendant ce temps-là, toutes les importations qui viennent d'ailleurs, elles ne payent pas la taxe carbone. Et quand vous prenez l'exemple de l'industrie, on s'est beaucoup réjoui en France de voir la baisse de l'effet de serre. Quand on a regardé que l'industrie avait baissé l'effet de serre, c'est essentiellement par les délocalisations. Et ces délocalisations, elles étaient au Canada. Parce que l'énergie, que ce soit le Péchinet, que ce soit pour une part aussi ailleurs, pour l'acier, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la bonne méthode pour s'attaquer sérieusement. Soit on fait une taxe carbone, on taxe le bilan carbone des produits, soit on trouve d'autres méthodes, et il y en a d'autres. Je prends l'exemple, il n'y a pas de proposition nouvelle sur les économies d'énergie dans le bâtiment. J'en fais une. Ouais. Chacun doit contribuer à proportion de ses facultés respectives. Si tous ceux qui sont propriétaires d'un logement qui coûte plus de, mettons, 6 000 € du mètre carré, vous voyez, c'est pas chez vous, etc. Mettons 5 000 ou même qu'on définisse par territoire, c'est-à-dire les plus riches, étaient obligés de mettre leur logement aux normes, par exemple, de catégorie B ou A. Eux, ils ont les moyens d'investir, eux, on doit les contraindre, et sinon, on les pénalise. En matière de véhicules, on nous dit c'est bien, il faut augmenter ça va faire le truc. La réalité, c'est que les plus riches, non seulement, eux, ils s'en moquent de l'augmentation du prix de l'essence, mais vous constatez qu'en dépit de l'augmentation du prix de l'essence, depuis 10 à 20 ans, les plus riches achètent des voitures de plus en plus lourdes, de plus en plus grandes. Et on Bruno Sido, Marie-Noëlle Lienemann, voilà deux propositions. Oui, Bruno Sido. Oui. Écoutez, il faut quand même se rappeler que les taxes sur les carburants, elle est vieille, elle est très vieille. Elle date des années 50. On nous dit, mais en Suède, ça n'a pas posé de problème, la taxe carbone. Effectivement, ça ne posait pas beaucoup de problèmes, parce que la taxe était très faible. Et ils ont augmenté une taxe. Mais nous, la taxe carbone, si on veut bien regarder, ça fait 50 ans qu'on l'a déjà. Et on veut rajouter une taxe dite carbone à cette taxe, la TIPP de l'époque, ce qui fait beaucoup trop. Le prix du pétrole dans le prix du carburant, c'est 30%, je crois. Et en plus, on met une TVA sur les taxes. Ce qui est scandaleux, on est le seul pays au monde à mettre une TVA sur un impôt sur un impôt. Et par conséquent, il faut quand même faire un peu de ménage dans tout ça. Le carburant devient trop cher. En milieu rural, alors, la voiture, c'est un pensez-vous justement, Bruno travail. Sido, de cette nouvelle taxe flottante? Les contours sont encore assez flous. Justement, écoutez, c'est la proposition du gouvernement pour moduler le prix de l'essence. On l'a déjà vu, cette taxe flottante, puisque M. Jospin avait lancé cette affaire-là. Je crois que ça n'a pas très bien marché. Mais bon, ça a été arrêté, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, on veut remettre en route cette proposition. Nous, on avait fait une autre proposition, nous les Républicains, c'est un moratoire sur la taxe. Pour discuter, voire faire une table ronde et essayer de sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes actuellement. Et ensuite, on verra bien. Effectivement, alors, en même temps, on veut fermer le réacteur nucléaire, oui. Alors, écoutez, franchement, c'est quand même une énergie qui est à peu près décarbonée. Pas complètement, à peu près.
Hein. Et on ne peut pas sortir de cela. Et on l'a démontré d'ailleurs à l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Nous avons pondu un rapport avec M. Bataille, avec M. Biraud et moi-même, qui démontre. Vous êtes tous très pro-nucléaire, hein, les rapporteurs. Là. Peut-être, mais enfin, il y avait un socialiste. Dans oui, il était hyper nucléaire. Qui démontre, mais non, mais personne ne l'a contesté, qui démontre qu'on ne peut pas sortir, non, ce rapport, personne ne l'a contesté, et qu'on ne peut pas sortir, on le démontre, qu'on ne peut pas sortir comme ça du nucléaire. Et d'ailleurs, M. Macron est en train de s'en apercevoir. Personne ne veut sortir comme ça. Hein. Oui. Jamais il a été dit. Marc Girondeau peut-être, et Charlotte Mijon. Oui. Le nucléaire, Charlotte Mijon, ensuite je donne la parole à Marc Le Girondeau. nucléaire, c'est pas comme l'eau qu'on boit ou l'air qu'on respire, on peut s'en passer, c'est une technologie, on peut en sortir de manière programmée, il faut arrêter de dire on peut pas en sortir. Non, on peut en sortir comme ça. C'est tout ce que je veux dire. Oui, mais à force de dire on ne peut pas en sortir comme ça, c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a rien de fait. Pendant ce temps-là, les centrales vieillissent. Et pendant ce temps-là, on dit « Ah, mais on ne peut pas sortir, vous voyez, les énergies renouvelables ne sont pas à la hauteur ». Ce qui se passe actuellement, c'est que finalement, EDF pousse pour imposer son modèle où on prolonge à l'extrême les centrales nucléaires, ce qui va coûter extrêmement cher aux Français, parce que ça veut dire des travaux extrêmement lourds, ce qui va représenter en termes de sûreté, un poids extrêmement lourd également, un risque d'accident accru. Et pendant ce temps-là, on fait ça avec la bénédiction du gouvernement qui accepte tout ce que lui dit EDF et présente ça comme un plan ambitieux et pragmatique. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça parce que ce sont les Français qui vont payer la facture. Marc Girondeau. Alors, bon, je vous rejoins sur le fait qu'on peut en sortir, mais sur le long terme. On ne sera peut-être pas exactement d'accord sur la notion du long terme, mais je pense qu'effectivement, on a de tels enjeux en termes de gestion des déchets que de toute façon, il faudra un jour qu'on en sorte. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, Madame Lienemann, par rapport donc, il y a deux objectifs dans la PPE qui a été décrite hier. Un premier objectif, c'est la réduction justement de la consommation. Il y a toute une série de mesures pour le bâtiment. Si. Elles existent déjà. Je m'excuse, je les connais bien. Elles existent toutes déjà. Elles ne marchent pas suffisamment. Il en faut des nouvelles. Et là, il n'y en a aucune. Pourquoi il n'y en a aucune? Parce qu'il faut de l'argent. Et qu'il n'y a pas d'argent qui est mis sur la table. Et comme le dit madame, par contre, on va trouver de l'argent pour le grand carénage, c'est-à-dire un immense investissement pour prolonger le nucléaire. Marc Girondeau. Alors, sur le grand carénage, malheureusement, on est obligé, effectivement. Bon, après, on peut ne pas être d'accord. Effectivement, je pense qu'on est obligé parce qu'il n'y a rien qui a été fait suffisamment rapidement. Et aussi, d'un point de vue technique, au niveau énergie renouvelable, on a fait des progrès très rapides ces dernières années. On aurait pu penser qu'on pouvait aller plus vite s'il y avait eu un investissement. L'investissement n'a pas été fait. On a pris beaucoup de retard. À l'heure actuelle, on a des énergies renouvelables qui deviennent effectivement efficaces. On va pouvoir, à l'échelle de quelques dizaines d'années, transférer justement cette production d'énergie électrique vers les énergies renouvelables. Et ça nécessitera un certain temps. Charlotte Mijon et ensuite Marie-Noëlle Lienemann, vous n'êtes pas d'accord? Ça nécessitera du vent et du soleil quand même. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que les projets proposés par Emmanuel Macron, ce qu'il ne dit pas actuellement, c'est que le projet, c'est de continuer à exporter massivement de l'électricité vers les pays étrangers qui eux-mêmes, par exemple l'Allemagne est en surproduction et qui n'ont pas forcément envie d'acheter du courant d'origine nucléaire. Donc en fait, on n'arrête pas de dire oui, mais c'est pas possible, les énergies renouvelables peuvent prendre le relais. Il faut voir la quantité d'énergie qui est demandée. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, si on arrête de se dire qu'il faut exporter massivement, est-ce que finalement, on ne peut pas aller beaucoup plus vite? Il y a déjà eu un rapport de RTE qui, malheureusement, n'est pas publié, qui montre qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite sur la transition énergétique, sur la fermeture de centrales, sans remettre en question la sécurité d'approvisionnement, sans remettre en question l'atteinte de nos objectifs climatiques. Malheureusement, il n'a pas été publié, mais j'encourage vivement RTE à le publier. Voilà pour un appel. Alors d'abord, moi j'observe une chose, le président passe son temps à nous répéter qu'il tient ses engagements. Alors là, il ne le tient pas. Mais je m'excuse, il était quand même bien informé, Emmanuel Macron. Normalement, oui. Il était présent quand on a voté la loi de transition énergétique. Il était peut-être ministre ou en tout cas dans les décideurs du pouvoir de l'époque. Et il découvre maintenant que l'échéance qu'il a donnée en 2025 n'est pas la bonne. Mais c'est moqué de nous. Soit il est ignorant, soit il s'est moqué de nous.
La réalité, c'est qu'il a dit 2025. Et là, alors là, c'est pragmatique. On ne tient pas ses engagements. Par contre, 2025, hein. non mais je me rappelle que vous dans le. Il faisait partie des gens qui étaient dans les cabinets. Il l'a dit dans son programme. Il l'a dit dans son programme. Quand il a répondu. C'était Ségolène Royal qui était pendant le justement ministre programme, à il a l'époque. écrit aux ONG qui tenaient cet engagement de 50% en 2025. C'était pas l'arrêt, c'était les 50%. Voilà. On sait que Nicolas Hulot avait reconnu que que je c'était pas vous avais dit. possible comme objectif. Mais non, mais d'accord, mais il l'a dit. Donc s'il ne le savait pas que c'était pas possible, ça commence à être dangereux. Par contre, il n'a jamais dit qu'il allait augmenter massivement le prix de l'essence. Jamais. Il a parlé de convergence. Bah, je m'excuse, là, ça augmente fortement. Et il a parlé de convergence, il n'a pas dit à quel rythme. Parce alors que la qu'il y avait un décision rythme a qui été était- prise. Donc la réalité, c'est que quand ça l'arrange, quand il répond au lobby, alors là, les engagements, il faut être pragmatique. Et puis quand il s'agit de tenir compte de la demande des Français, alors là, les engagements, il faut être ferme dans ses C'est bottes. ce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. On a commencé justement à parler de cette question de l'urgence climatique. Vous nous dites qu'il ne faut pas se précipiter. On sait qu'on est à On n'est la... pas à 3 mois près, c'est ça que je veux dire. Oui, on est quand même Bon, à la veille de la nouvelle COP24. Elle se tiendra en Pologne à partir de la semaine prochaine. Et pourtant, les scientifiques nous disent eh bien, que même si tous les engagements auxquels s'étaient engagés les pays sur l'accord de Paris, ça ne suffit pas. On voit bien qu'il y a ce réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a du mal à y faire face. Oui, mais je n'en disconviens pas. Personnellement, j'étais rapporteur du Grenelle de l'environnement et donc ces sujets, je les connais à peu près, je ne les maîtrise pas complètement, bien entendu, tellement c'est compliqué. Mais pour autant, vous n'entraînez pas les peuples comme cela. Il faut prendre le temps d'expliquer. Et je crois que c'est ce qu'a décidé de faire notre président de la République, qui a la spécialité quand même de donner des échéances qui sont toujours au-delà de son quinquennat. Bah oui, là, Alors c'est assez bidon. facile. Marc Girondeau, comment on donne envie justement aux Français de s'associer à cette transition énergétique? On voit bien que c'est un problème depuis le début peut-être d'acceptation et de méthode. Alors, parce que aussi c'est pas simple, parce que en fait on doit expliquer des choses extrêmement complexes qui nécessitent à la fois la prise en compte des données économiques, des données écologiques, des données sociales, sociétales, et que c'est beaucoup plus simple de dire non, je suis contre. Plutôt que d'avoir un discours. Alors vous nous laissez là 20 minutes pour expliquer, c'est déjà bien, mais c'est vrai que ça nécessiterait quelques heures. Bon, vous me réinviterez peut-être. Moi, je voudrais, je voudrais juste une chose pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait qu'on vend de l'électricité à l'Allemagne. C'est plutôt bien. L'Allemagne, c'est de l'électricité produite à partir du charbon, ce qui est une catastrophe. Et pire, du lignite. À la fois en termes de santé et à la fois en termes de CO2. Donc, si par une Europe de l'énergie, on arrive justement à aider des pays à justement sortir de ces productions énergétiques qui sont une catastrophe, oui, c'est plutôt bien. Donc ça, je suis Charlotte plutôt Mijon, d'accord. rapidement, et Marie-Noëlle Lienemann pour conclure. On dit, est-ce que les Français sont prêts pour la transition énergétique? Moi, je crois qu'une grande partie d'entre eux sont prêts. Et la question, c'est est-ce que finalement, on leur donne les moyens de le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on crée les structures, est-ce qu'on crée les changements structurels et institutionnels pour que cette transition soit possible, au lieu de toujours tout faire reposer sur l'individu? Par exemple, des mesures concrètes pour diminuer les consommations des logements, des mesures pour réorganiser l'espace de manière à utiliser moins sa voiture plutôt que de dire « Ah, mais il y aura qu'à utiliser la voiture électrique ». C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est facile en ville. C'est de ça qu'il s'agit et c'est possible, même, je veux dire, même en Allemagne, même en Autriche, en Italie, on a réhabilité des petites lignes de chemin de fer et ça marche très bien. Ça fera partie certainement des enjeux de la future loi mobilité. Une proposition concrète, très 3 rapidement. milliards de l'ISF, on restaure l'ISF et on met ces 3 milliards en investissement collectif. C'est le permettre débat déjà qui est en train de monter. Merci, Déjà. merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus